Dans l'actualité ce soir, la cathédrale de Bobo-Dioulasso fait peau neuve, des travaux de rénovation qui ont permis à l'édifice de retrouver son lustre d'antan. Le président du Faso qui a assisté à la messe de dédicace salue cette rénovation qui contribue à son avis à donner une nouvelle image à l'édifice religieux. Et comme tout n'est pas fini, le souhait du chef de l'État burkinabé est que la charité des uns et des autres permette de terminer l'ensemble des travaux de cette église. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, Bogandé la résiliente, Bogandé dans la province de la Nyanya, qui résiste malgré les effets de l'insécurité et du terrorisme. École fermée, commerce au ralenti, mais pas seulement, Bogandé a besoin urgemment d'une ambulance pour les évacuations sanitaires. Foi du maire de la commune, son témoignage à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, ces nouvelles violences au Proche-Orient où l'armée israélienne pilonne sans répit la ville de Gaza. Depuis le début des violences le 10 mai dernier, 174 Palestiniens ont péri dans ces violences, dont 47 enfants et 1200 autres ont été blessés. Samedi, l'immeuble abritant les locaux de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press dans la bande de Gaza a fait les frais des bombardements israéliens. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le président du Faso a assisté ce matin à la messe de dédicace de la cathédrale de Bobo-Dioulasso. C'est l'archevêque de Bamako qui a officié la messe. À l'occasion de cette présence à Bobo-Dioulasso, le chef de l'État burkinabé s'est réjoui de cette rénovation et a salué les efforts de tous. Kadouro Menki. La joie, c'est la chose la mieux partagée à cette messe inaugurale. Une célébration des grands jours, avec la famille diocésaine de Bobo au complet. Au moins 17 évêques présents. Les curés des 22 paroisses du diocèse, cardinaux et nonces apostoliques du Burkina, autorités administratives, coutumières, politiques, militaires et paramilitaires, membres du gouvernement. Le chef de l'État en personne et son épouse ont tous fait le déplacement de Sia pour être les témoins privilégiés de cette cérémonie officielle de remise des clés de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Nous sommes venus participer à cette célébration et profiter de l'occasion, non seulement pour louer le Seigneur, mais pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cette réalisation soit faite. On a fait cette réhabilitation avec le cœur. Je peux vous assurer, on est très très fiers. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu remettre les clés à l'archevêque Monseigneur Paul Ouadraogo. Nous sommes heureux de ce joyau et ce que nous souhaitons, c'est que Dieu lui-même renouvelle nos cœurs aussi à l'image de cette église. Même appel lancé par le cardinal Jean Zerbo qui a présidé cette célébration eucharistique. Nous sommes la demeure de Dieu. L'image de Dieu est en chacun de nous. Et chacun de nous doit devenir une église, c'est-à-dire lieu où les nécessités peuvent venir. Celui qui a besoin d'un conseil, celui qui a besoin d'être aidé pour donner une bonne orientation à sa vie. Ainsi, nous devenons église vivante pour ces personnes. Chants et danses ont rythmé cette célébration eucharistique à laquelle ont pris part plus de 2000 invités officiels, sans compter les fidèles catholiques de Sia, sortis nombreux pour la cause. Le tout dans un esprit de respect des gestes barrières. Après des mois donc de travaux, la cathédrale de Bobo-Dioulasso est enfin rénovée. Tout n'est pas fini pour autant. Il reste des travaux connexes qui doivent se poursuivre. Les travaux de réhabilitation de la cathédrale de Bobo-Dioulasso, construite dans les années 1960, ont été lancés en juillet 2020 et ont coûté 1,228 milliard de francs CFA, y compris des travaux connexes. Kadouro Menki. L'air peut enfin allègrement souffler sur la cathédrale Notre-Dame de Lourdes après plusieurs mois de chantier. La plus grande difficulté technique que nous avons pu avoir pour réhabiliter cette très belle cathédrale a été la toiture. Donc dans un premier temps, il nous a fallu enlever l'ancienne toiture et ensuite commander la nouvelle toiture. C'est une forme spécifique. Et donc, il a fallu prendre toutes les dimensions au laser
Ensuite, cette toiture a été commandée en Europe avec les restrictions sanitaires que vous connaissez. Vraiment, je pense qu'il faut saluer l'effort de l'entreprise et la belle vision du comité de réhabilitation pour que nous puissions aboutir à ces travaux-là sans qu'il n'y ait en tout cas des cas malheureux. Parce que comme vous savez, les travaux en hauteur, c'est toujours avec de nombreux risques. Mais pour ce qui concerne cette cathédrale, les travaux ont été menés de bout en bout et jusqu'à la fin. Les travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes peuvent être classés en deux grands groupes, la cathédrale et les infrastructures marchandes. Selon le comité en charge de la mobilisation des fonds, il n'y a pas eu d'avenant notoire au cours de l'exécution des différentes activités. Au niveau de la cathédrale, il y a toujours certains travaux qui restent parce que ces imprévus ont été constatés, mais qui n'ont pas engendré des frais qui vont impacter notre financement. Alors, les entreprises ont été également généreuses du fait que dès qu'ils ont constaté des surcoûts, des surplus de boulot, ils se sont eux-mêmes donnés à ces travaux-là. On l'a fait avec le cœur. Monsieur Fetti a passé depuis de nombreux mois tous ces jours. Il a passé des nuits blanches à réfléchir parce qu'il y avait beaucoup d'aspects techniques sur lesquels il fallait réfléchir. Donc on a une autosatisfaction qui est grande. Nous sommes fiers et nous sommes très contents, bien évidemment, de ce que nous avons pu réaliser. Même sentiment de satisfaction pour les quelques commerçants qui sont déjà installés. La qualité, c'est on précis, ça c'est bon. L'entrepreneur qui a fait le travail, ils ont bien fait. C'est bien ce qui a été fait. C'est parce que les temps sont durs, donc c'est pas facile. Mais s'il y a la santé, tout ira pour le mieux. Il ne reste plus que quelques travaux de finition. Et dans quelques jours, la cathédrale pourra rouvrir ses portes à ses fidèles. La cathédrale de Bobo-Dioulasso donc a fait peau neuve et pour marquer d'une pierre blanche cette rénovation, les fidèles se sont retrouvés en son sein ce samedi 15 mai au cours d'une nuit dite des chorales. Qui bien chante, deux fois prie. C'est ce que disait saint Augustin dès le IVe siècle. Et en d'autres termes, chanter, c'est prier deux fois. Ismaël Saturné-Paré. Une soirée de reconnaissance à Dieu pour le nouveau visage que présente désormais la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Une joie que les fidèles catholiques expriment ici, à travers cette nuit des chorales. Et ce moment de réjouissance mobilise une dizaine de chorales des différentes paroisses de la ville. Une soirée placée sous le signe de la gratitude. On a voulu commencer la fête avant qu'arrive la dédicace elle-même. Et donc c'est cela qui a commencé. Depuis hier, nous sommes déjà dans les festivités. Hier c'était un dîner gala et aujourd'hui concert des chorales. Nous sommes contents d'avoir atteint notre objectif et nous en rendons grâce au Seigneur et nous le lui manifestons aussi par notre joie. Tour à tour, chaque troupe demande son savoir-faire à travers la louange et l'adoration. Un savoir-faire qui tient le public en haleine, mobilisé pour l'occasion. Il y a longtemps qu'on a prévu de réembellir notre église, notre grande cathédrale. Et aujourd'hui, c'est fait. Nous venons l'accueillir, c'est avec joie que nous sommes là ce soir, vraiment pour ambiancer un peu. Voilà, nous exprimer vraiment notre joie à Dieu et lui rendre grâce. Aimer Dieu, ce n'est pas de la crispation, il faut s'épanouir. Cette manière d'exprimer sa joie, nous pensons que c'est à souhaiter et même à encourager et à soutenir. Cette nuit dédiée au choral entre dans le cadre des activités de la messe dédicace de la cathédrale de Bobo-Dioulasso, nouvellement rénovée. En entendant la cérémonie officielle, les fidèles catholiques veulent fêter la réhabilitation de leur bâtisse, comme il se doit. Autre actualité dans ce journal, le ministre de la Défense nationale a achevé sa tournée dans l'est du Burkina ce dimanche par le camp Marc Tiemoko Garango de Tenkodogo. Chérif Si était au front pour galvaniser ses troupes impliquées dans la lutte contre le terrorisme. Il a recommandé plus de vigilance à ses hommes et autant de collaboration des populations. Draman Guéné. Camp général Marc Garango, le 31e régiment d'infanterie commando. Et ici, à la gendarmerie nationale de Tenkodogo.
c'est la dernière étape de la tournée du ministre de la Défense nationale dans la 3e région militaire. Des commandos et gendarmes sur le qui-vive, toujours prêts à garder la stabilité du centre-est et de ses 3 frontières, le Ghana et le Togo. De la situation faite à l'autorité, 3 menaces toujours maîtrisées dans cette zone frontalière. Soumis à beaucoup de menaces, braquage, trafic, tentatives d'infiltration. Ils ont développé un certain nombre d'initiatives qui leur permettent de mener des opérations ensemble pour contrer la menace, qui nous donnent des résultats très positifs. Les tentatives d'infiltration n'ont pas prospéré. La région est relativement calme selon le patron du 31e RIC, mais pas question de baisser la garde. Il n'y a pas d'incident majeur à signaler. Et en tout cas, avec ce que nous avons comme moyens et personnels, et avec les autres forces de défense et de sécurité, nous travaillons à rayonner dans notre zone de responsabilité et à mutualiser nos moyens pour en tout cas le succès des missions qui nous ont été confiées. Les mouvements constatés ça et là ont vite été circonscrits grâce au soutien des populations. Et à Chérif Si de lancer un appel à tous pour une franche collaboration avec les soldats sur les différents fronts. Pour lui, la population doit être l'œil et l'oreille des FDS jusqu'au hameau de culture. Chacun autour de nous doit devenir un combattant. Un combattant ne veut pas dire forcément que vous tenez une arme à la main, mais que vous avez cette capacité d'observer autour de vous, de regarder, de remarquer qu'il y a des anormalités. Et maintenant, vous les signalez à ceux qui sont habilités à traiter ces questions. Ces gens-là, ils se ravitaillent où? Ils ont des zones de ravitaillement. Rien que le carburant. Ils ont des zones de ravitaillement. Dans les marchés, ils viennent se ravitailler en vivre parfois. Et on les voit et on les connaît. Mais personne ne dira aux éléments de sécurité qui pourtant sont là depuis le matin pour sécuriser ces marchés-là. Avant de rencontrer ces hommes, le ministre de la Défense nationale est allé saluer le Dima de Tenkodogo et lui demander prière et bénédiction pour le succès de la lutte contre le terrorisme au Burkina. Les réformes dans l'enseignement au Burkina Faso expliquées aux parents d'élèves, aux élèves et aux étudiants de la région des Hauts-Bassins. C'était ce samedi 15 mai à Bobo-Dioulasso au cours d'un panel. Un panel animé par le directeur régional en charge d'éducation nationale de la région qui a permis notamment d'éclairer la lanterne des participants. Karim Sissé. Échange direct entre les responsables de l'éducation nationale de la région de Haut-Bassin et les élèves. Un cadre organisé par l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso et qui vise à donner la vraie information sur les réformes introduites au niveau des examens du BEPC et du baccalauréat. Nous, à notre niveau, la priorité, c'était de donner de l'information au maximum aux élèves. Parce que, comme M. le DRR vient de le dire, il y a une désinformation concernant cette nouvelle réforme. Et on a tenu à ce que les élèves aient la bonne information et qu'ils puissent savoir sur quelle base s'organiser et préparer leur examen. Pour le directeur régional en charge de l'éducation nationale des Hauts-Bassins, ces réformes s'expliquent. Elles vont permettre aux candidats d'aborder les épreuves en toute quiétude. Prosper Paré rassure les élèves qu'il y aura bel et bien un second tour au BEPC et au baccalauréat. Ceux-là qui conçoivent le sujet ont réfléchi comment améliorer les scores des élèves et comment établir une équité au niveau des concours. C'est ce qui a amené justement à ces réformes des épreuves, loin de vouloir réduire les succès des élèves. L'objectif, je dirais, est d'améliorer les scores des élèves. Dire alors que si on transfère l'organisation simplement au MENA-Belen, votre diplôme ne sera pas de qualité, je vous dirais que ces gens vous trompent. La première des choses que vous devrez faire, c'est avoir l'examen. Jusqu'à présent, les Hauts-Bassins ne sont pas touchés par les manifestations contre les réformes introduites dans les épreuves des examens. Et au directeur régional d'inviter les élèves à maintenir le cap. Les organisateurs comptent tenir de tels panels
à Oundé et à Orodara. Et puis le Conseil régional du plateau central reçoit un financement pour l'élaboration du diagnostic du territoire du schéma régional d'aménagement et de développement durable. Environ 30 millions de francs CFA grâce au soutien de la commission de l'UEMOA. La signature de convention pour la gestion des ressources financières allouées au Conseil régional du plateau central est intervenue ce 14 mai en présence de Jean-Hugues Bayala et de Vincent Tchendrebego. Cette signature de protocole d'accord marque le point de départ pour l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, le SRADDT du plateau central. Le SRADDT, c'est le cadre de planification spatiale et de développement des collectivités territoriales. La région du plateau central qui se lance dans son élaboration bénéficie d'un soutien de 30 millions de francs CFA financé par l'UEMOA, partenaire de l'État burkinabé. Nous avons voulu, à travers cet acte, montrer que le Conseil régional prend le lead maintenant dans la réalisation de son schéma régional. Et vous savez bien que le schéma régional, c'est un instrument de planification très essentiel qui permet donc de baliser les grands chantiers au niveau de la région, de pouvoir imprimer la marque et la vision et surtout regarder quelle est la trajectoire sur laquelle il faut placer la région pour qu'elle puisse émerger. Le document est attendu dans 6 mois. Nous nous sommes engagés, comme vous l'avez pu remarquer, à faire en sorte, devant le ministre, à faire en sorte que, en tout cas, ce qu'on attend de nous, que nous puissions les réaliser dans les meilleurs délais. En tout cas, je me suis engagé devant le ministre à impliquer tous les acteurs locaux. À terme, toutes les régions doivent disposer chacune de son schéma régional, formant ainsi le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, allant jusqu'en 2040. Leurs élaborations se feront à travers une collaboration étroite entre les collectivités territoriales et l'État, d'où un tel protocole d'accord qui encadre cette collaboration. On en vient à notre dossier de cette édition, cap sur la ville de Bogandé. Avec l'insécurité, la ville est sous couvre-feu depuis quelques temps et les activités économiques dans la localité connaissent un ralentissement. À cela s'ajoute la fermeture des écoles et le plus urgent, c'est le manque de moyens roulants pour les évacuations sanitaires. Gérard Sommet, Amadine Lalsaga. Rue presque déserte. Des commerces un peu partout dans la ville avec une faible affluence. Nous sommes dans la région de l'Est au marché de Bogandé. Ici vivent plus de 118 000 habitants qui tirent essentiellement leur source de revenus des activités agro-silvopastorales. Au plan régional, l'Agnagna occupe la première place en la matière, même si la cohabitation est parfois difficile entre acteurs. S'agissant des difficultés rencontrées, nous pouvons évoquer au niveau de l'élevage et de l'agriculture les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et cela est lié à l'obstruction des pistes à bétail et par l'agriculture et également l'empiètement des zones de pâture. À cela s'ajoute l'insécurité dans la région qui impacte le quotidien de cette commune urbaine. Une commune sous couvre-feu depuis maintenant 2 ans. Les gens ne sont pas en zone verte parce que nous savons que tout dernièrement on a les écoles de la zone du Samou qui viennent de fermer et suite à des écrits. Je dis que c'est des ménages djihadistes parce qu'on n'a pas pu étayer pour comprendre réellement d'où ça vient ces écrits. Donc c'est ça qui a permis à ce que les enseignants reviennent sur Bogandé. Donc vraiment ces écoles-là sont fermées. Donc là ça. Et je sais qu'on a eu des interventions des amis dans la zone de Liptou, qui est une commune voisine à Bogandé, qui fait qu'on a ressenti quand même sur le plan commercial beaucoup de commerçants qui sont reversés à l'intérieur de la ville de Bogandé. Cependant, le maire rassure. La situation n'est pas si alarmante. Bogandé est une ville en construction aux nombreuses potentialités et qui ne demande qu'à être accompagnée. Ça fait 3 ans que Bogandé n'a pas d'ambulance. Et à l'heure où je vous parle, pour une évacuation, on est obligé d'appeler Piela ou bien peut-être Mani pour négocier une ambulance afin qu'on puisse évacuer ce malade. Donc vraiment c'est un couac. Aussi, on a un certain manque d'équipement au sein de notre
s'achève, notre serment plutôt, et ça fait que vraiment il y a des malades qui ne peuvent pas être pris en charge dans ici. Donc on peut dire que tout est ouvert comme nous. La ville de Bogandé est en train de se construire et il y a tellement de potentialités à exploiter, donc elle reste ouverte à tous les investisseurs qui sont prêts à y investir. De ces rituels, la géomancie reste la pratique la plus connue, un héritage, une science qui par ici se transmet de génération en génération. C'est toujours une réalité. Mais d'une part, elle a perdu sa valeur parce que les gens l'ont pris pour faire du commerce. Pour dire que bon voilà, moi je sais faire telle ou telle chose là. Ça c'est pour la recherche. On a de l'argent. La géomancie, plus qu'une simple pratique, reste aujourd'hui encore une valeur culturelle, un héritage sûr que le chef de terre invite la jeune génération à préserver. Restons à Bogandé pour évoquer ce portrait de ce vulcanisateur atteint de surdité depuis sa tendre enfance. Il est un modèle dans son domaine. Présentation avec Gérard Sommet et Amadine Lalsaga. Ampouni Naba vient de coller une roue de véhicule. Très rapidement, il passe à une autre. Cette fois-ci, c'est une roue de mobilette. En 5 minutes, le collage terminé, il peut à présent monter la roue. Ampouni Naba est vulcanisateur ici à Bogandé, malgré sa surdité. C'est la méningite qui m'a rendu sourd et je n'arrive pas non plus à bien parler. Mais je me débrouille avec la vulcanisation et je m'en sors bien. Le coulage fait 500 francs CFA par pneu et par jour, je peux avoir au moins 7500 francs CFA. Coller les pneus à longueur de journée, très souvent sous le soleil. Une passion pour Ampouni qui s'investit activement depuis quelques années. Son handicap, loin d'être un frein pour lui, est au contraire une motivation qui l'amène à se surpasser. Je suis le premier à ouvrir l'atelier avant l'arrivée de mes collègues et du patron. Je travaille dur pour m'en sortir, pouvoir me marier et fonder un foyer. Ses collègues de travail et ses clients s'adaptent à ces situations. La communication se fait en plus avec des signes. Lui, il arrive à nous comprendre. On essaie également de communiquer à travers les signes. Il travaille très bien et chaque fois, c'est lui qui colle mes pneus. Si moi je veux quelque chose pour lui, je fais le jeu. Moi, je veux ça. Il entend. En français, il parle, moi aussi je tente. Moi aussi je parle, lui aussi il entend. Bon, les clients, il y a beaucoup de clients, mais il n'est pas souci. Il est correct, il travaille bien, il s'amuse avec les gens, et les gens aussi, ils s'amusent avec lui. Cependant, la principale difficulté pour ce vulcanisateur reste le paiement de ses prestations par les clients. Il arrive souvent que certains clients refusent de payer après le travail, ou bien ils me donnent en deçà du montant. C'est ce qui me décourage. Employé modèle, selon le chef d'atelier, son ardeur au travail lui permet de faire des économies. Il ambitionne, les mois à venir, ouvrir son propre atelier de vulcanisation dans sa ville natale à Fadangourma. Et puis un mot de santé, un dispensaire pour les populations de Diebougou. C'est un centre de santé et de promotion sociale. Il a coûté environ 110 millions de francs CFA. Il vient d'être inauguré ce 15 mai par le ministre de la Santé. Présentation avec Kissa Kazabré et Patrice Romial-Toé. Ambiance festive ici à Bagane, secteur 5 de Diebougou. En cette matinée du samedi 15 mai, les populations de ce secteur sont bénéficiaires d'un CSPS flambant neuf. Cette infrastructure vient ainsi rapprocher ces populations des services de santé. Vous savez très bien que c'est un engagement de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, de rapprocher les soins aux populations. Et la construction de ce centre participe de cela. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le déplacement de Bangane
pour célébrer cet événement avec la population et les collectivités territoriales. Donc c'est vraiment une fierté pour nous aujourd'hui de voir cette infrastructure offrir des soins de qualité au profit de la population. Environ 109 millions de francs CFA ont été nécessaires pour la réalisation de cette infrastructure sanitaire. Pour la mobilisation de ces fonds, il a fallu la conjugaison des efforts de l'État burkinabé, du Qatar Charity et des populations locales. Vraiment des sentiments de joie d'inaugurer donc ce deuxième CSPS communal. Parce que vraiment le premier est coulé sous vraiment le poids du travail. La joie que vous voyez autour de nous, qui s'exprime sur les visages des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, exprime en fait, ça témoigne donc de l'importance de ce centre qui va donc contribuer à améliorer la qualité de soins dans cette commune. L'ambition de l'autorité communale de Diebougou est de transformer ce CSPS en un centre médical dans les années à venir. Et puis le Lions Club Ouagadougou Safi réalise l'électrification partielle du complexe socio-éducatif de Guisma. Nous sommes dans la commune de Ipelcé. C'était à l'occasion des 20 ans du club service. Sébastien Zongo. Les élèves de l'école primaire de Guisma souhaitent la bienvenue à leurs bienfaiteurs dans la commune de Ipelcé. Après la construction de l'école et du centre de santé et de promotion sociale en 2007, il est aujourd'hui question de la réception de leur électrification en installation solaire. De l'école de Guisma, tenant à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous. Grâce à vous, nous ne parcourons plus de longues distances pour la recherche du savoir. C'est que les Lions Club Ouagadougou, c'est qu'ils ont accompagné à Guisma une école, et puis une CSPS et beaucoup d'investissements. Au nom de toute la population de Guisma, que Dieu vous accompagne et vous donne longue vie. Le projet est un complexe rétrocédé à l'État burkinabé. Il est parmi les œuvres majeures du Lions Club Ouagadougou Saphir qui associe la réception de cette électrification à son 20e anniversaire d'existence. Nous sommes sur une superficie de près de 10 hectares, donc nous voulons clôturer cet espace. Nous voulons entièrement éclairer et l'école et le CSPS et ensuite nous passons à la phase du projet maraîcher qui consiste à mettre en place l'irrigation goutte à goutte. C'est des milliards que le Lions Club investit chaque année pour soutenir les actions de développement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du suivi de beaucoup de choses. Nous œuvrons aux côtés de nos gouvernants pour apporter notre appui donc aux populations qui sont démunies. Lions Club Ouagadougou Saphir compte boucler sa réalisation de Guisma avant de se déporter vers d'autres localités du pays. Après un cours d'hygiène séance tenante, les 138 élèves de cette école primaire ont chacun reçu un cartable pour l'année scolaire à venir. La campagne agricole humide pour bientôt. Un mécanicien crée un équipement agricole pour faciliter le travail des producteurs. Tassere Wandé fabrique des motoculteurs à Yako. Et ce 15 mai 2021, le ministre en charge de la mécanisation agricole s'est rendu dans l'atelier de M. Wandé, une création qui émerveille par sa capacité. Moussaki. 2 motoculteurs, nouvellement sortis de cet atelier de soudure à Yako. Le concepteur, c'est lui, Tassere Wandé. L'exposition attire du monde venu satisfaire leur curiosité. Peu de temps après, le ministre de l'Agriculture arrive sur les lieux. L'inventeur teste la capacité d'une première machine, ensuite une seconde, et Salifou Ouedraogo réagit. La mécanisation est en marche comme le souhaite le président du FASO. Et nous voulons que l'ensemble des jeunes, l'ensemble des réparateurs, l'ensemble des mécaniciens puissent voir dans quelle mesure ils peuvent essayer d'innover. Ils peuvent essayer de concevoir des outils qui seront adaptés à notre agriculture. Ces motoculteurs peuvent labourer 4 hectares en 2 jours avec seulement 6 litres d'essence, explique Tassere Wandé.
Le bloc moteur est celui d'une moto de marque ordinaire. Les pneus sont cramponnés pour éviter tout enlisement. Le fonctionnement de ces motoculteurs est possible grâce à un système électrique. Tout le monde ne peut pas avoir tracteur pour labourer. Souvent, pour éviter le retard, des producteurs utilisent moto ou tricycle. Face à tous ces problèmes, j'ai décidé de fabriquer des motoculteurs. Tassera a déjà vendu 2 de ses motoculteurs. Sur le marché, cet équipement agricole coûte entre 350 000 et 600 000 francs CFA. Le souhait de son promoteur, ouvrir un centre spécialement dédié à la fabrication de motoculteurs et ainsi partager son expérience avec la jeunesse. Et puis la 3e édition du symposium sur la gestion durable des terres se tiendra du 17 au 21 mai prochain à l'université virtuelle 6 à Ouaga 2000 sous le thème général accès aux intrants, innovations et matériels agricoles pour une gestion durable des terres. Quel défi pour les petits producteurs d'Afrique? En prélude à la tenue de cette rencontre, les organisateurs étaient face à la presse ce 15 mai pour des détails. Maxime Zongo. Face aux hommes et aux femmes de médias, le comité d'organisation du symposium scientifique international sur la gestion durable des terres annonce l'édition 2021. Thème: accès aux intrants, innovations et matériels agricoles pour une gestion durable des terres. Quel défi pour les petits producteurs d'Afrique? L'objectif de ce symposium étant de partager les résultats des recherches innovantes et de politiques en matière de gestion durable des terres. Il s'agit également d'attirer l'attention des décideurs politiques sur l'épineuse question de la gestion durable des terres. Depuis plusieurs années, les terres se dégradent dans le monde au rythme de 12 millions d'hectares perdus chaque année. Aujourd'hui, un quart de notre planète est touché et la situation est particulièrement grave en Afrique subsaharienne. Ce problème concerne bien notre pays. En effet, la dégradation touche 18 835 771 hectares de terres de Burkina Faso. À cette 3e édition, environ 250 participants sont attendus. Des chercheurs du Burkina et de la sous-région, des décideurs politiques et des collectivités territoriales. Il se tient du 17 au 21 mai 2021 dans l'enceinte de l'université virtuelle du Burkina, 6 à Ouaga 2000. La réconciliation en marche au Burkina et les artistes veulent jouer leur partition. À travers le mouvement d'artistes musiciens engagés Modamé, ils organisent une soirée de prestations ce 15 mai 2021 à Ouaguia pour donner le top de départ de la tournée nationale pour la réconciliation. Des détails avec Moussaki. Du son et de la chorégraphie pour parler de la réconciliation au Burkina Faso. Sur scène, les artistes musiciens se succèdent. Les comédiens aussi. Ouaguia donne ainsi le top départ d'une tournée nationale pour la réconciliation. À la manœuvre, le MODAM, mouvement des artistes musiciens engagés du Burkina. On a été au front pour le changement, à un moment donné. Mais aujourd'hui aussi, nous devons être au front pour la réconciliation. Parce que chaque chose a son temps. Je crois qu'à partir de là, on peut décoller et peut aller plus rapide encore. Au parloir, des autorités politiques et coutumières envoient à l'assistance des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, mais pas suffisant de l'avis du comité d'organisation. Il fait de ces hommes et femmes des ambassadeurs de la paix dans la province du Yatenga. Nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait une réconciliation nationale au Burkina Faso. Parce que cette réconciliation nationale va permettre de créer la paix, de créer les conditions pour nous permettre d'amorcer un développement durable. Et il est de bon ton que les fils et filles du Burkina Faso se mettent ensemble. Et comme on le dit souvent, la véritable paix commence d'abord chez soi, dans sa propre maison. Quand il n'y a pas la paix dans ta propre maison, tu ne peux pas apporter la paix dehors. Le mouvement des artistes musiciens engagés du Burkina
a vu le jour en 2015. Et puis, pour ses 20 ans de carrière musicale, Maï Lengani se produit ce 15 mai à Ouagadougou sur la scène de l'Institut français. Pour ses 2 décennies de parcours dominés par différents courants musicaux, l'artiste s'est ouverte également à plusieurs courants, tout comme elle est restée ancrée dans la culture burkinabé. On fait le point avec Taoussa Bienvenue qui a assisté à ce concert. Elle tutoie des scènes nationales et internationales depuis maintenant 20 ans. 20 années de parcours musical que Maï Lengani célèbre avec ses fans de Ouagadougou et bien d'artistes venus la soutenir. Pour le plaisir de son public, elle dévore la scène en signe de reconnaissance, des soutiens et encouragements. 20 ans, c'est pour marquer un pont entre le passé et le futur. Et donc, le fait qu'on m'ait applaudi aujourd'hui, ça me dit que j'ai encore du travail à faire. Quand on dit bête de scène, là, ça c'est Maï Lengani. Elle ne se fatigue pas, elle chante du début jusqu'à la fin, la voix est toujours pareille, elle bouge sur scène. Moi, c'est une petite sœur que je suis venue encourager. Lauréate du prix de la chanson moderne à la Semaine nationale de la culture en 1998 et adepte de la world music, cette native de Koudougou s'illustre également dans l'humanitaire, ce qui lui vaut cette distinction d'ambassadrice de bonne volonté pour le compte de l'ONG SOS Village d'enfants. Une partie de la billetterie de ce concert sera d'ailleurs reversée à cette ONG de protection d'enfants démunis. Ce spectacle marque également la sortie du coffret des 20 ans de carrière de Maï Lengani. Et puis à l'étranger, ces nouvelles violences au Proche-Orient où l'armée israélienne pilonne sans répit la ville de Gaza. Depuis le début des violences le 10 mai dernier, 174 Palestiniens ont péri, dont 47 enfants et 1200 autres blessés. Samedi, l'immeuble abritant les locaux de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press dans la bande de Gaza a fait les frais des violences. Dans la bande de Gaza, au moins 17 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes ce dimanche matin. La maison d'un dirigeant du Hamas a été pulvérisée. Depuis le début des violences, le 10 mai, 174 Palestiniens ont péri, dont 47 enfants et 1200 ont été blessés. Le nombre de personnes sous les décombres est encore inconnu, dit cet homme. Selon les voisins, il y en a beaucoup. Hier, 10 Palestiniens, parmi lesquels 8 enfants d'une même famille, ont péri dans le bombardement d'un camp de réfugiés de Gaza. Plus tard, un immeuble qui abritait des médias internationaux a été détruit par des frappes de Tsahal. L'armée israélienne avait donné aux journalistes l'ordre d'évacuer. D'après Tsahal, 120 roquettes ont été tirées ces dernières heures depuis Gaza vers des villes israéliennes comme Tel Aviv. Ce sont 10 personnes en Israël qui ont été tuées, dont un enfant, et 282 blessés depuis le début du conflit. Plusieurs dizaines de roquettes ont été interceptées par ce système de défense antiaérien. Malgré les appels de la communauté internationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré qu'il continuerait à défendre avec force la sécurité de ses concitoyens. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Excellente reprise pour demain. Au revoir.